Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier, et cette partie de mon métier sera particulièrement en relation avec l'épisode d'aujourd'hui, enseignant-chercheur également, spécialiste du dispositif médical. En effet, j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui comment sont gérés les dispositifs médicaux à l'hôpital. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux à l'hôpital, c'est tout un programme. Mais avant, petit préambule pour bien comprendre de quoi on parle. Le premier point à rappeler est qu'en France, en tout cas, les hôpitaux ou les établissements de santé en général constituent le premier marché en matière de dispositifs médicaux. C'est là qu'on en utilise le plus. Ça me semble légitime donc de vous parler d'EDM à l'hôpital pour cette raison, mais on utilise aussi beaucoup d'EDM en dehors de l'hôpital, en soins de ville, comme on dit. La deuxième chose est qu'aujourd'hui, je vous parlerai surtout de la gestion sur le plan logistique. Mais il n'y a pas que cela autour du DM en matière de gestion, vous avez aussi tout ce qui concerne les processus d'achat, de bon usage, de formation associés à ces produits. Ce sera donc pour d'autres épisodes. La troisième chose est un rappel de quelque chose que vous savez déjà, c'est l'extrême diversité des dispositifs médicaux utilisés. Ça, c'est typique des DM et de leur hétérogénéité légendaire, et l'hôpital n'échappe donc pas à cette règle en utilisant aussi bien des aiguilles pour injecter un médicament qu'un scanner pour diagnostiquer des pathologies, et de l'aiguille au scanner, c'est vraiment le grand écart, mais ça reste des DM. Pour s'y retrouver dans ce grand bazar, on peut emprunter plusieurs modes de classification plus ou moins arbitraires pour distinguer ces DM utilisés à l'hôpital. Par exemple, les DM stériles et ceux qui ne le sont pas, les DM de soins standards et ceux pour la chirurgie, etc. On peut aussi raisonner en circuits et en acteurs de ces circuits. Si on part d'une base réglementaire, on apprend en lisant le droit français que les DM stériles, qui sont donc dans la très grande majorité des cas des dispositifs à usage individuel, sont sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur, des pharmaciens hospitaliers, comme moi en somme. Mais alors, quid des DM non stériles, à usage individuel et non individuel, entendre collectif? Eh bien, ça dépend. Quand il s'agit d'équipements comme un scanner, un échographe ou un lit médicalisé, ce sont des DM non stériles à usage collectif et ils sont sous la responsabilité d'ingénieurs biomédicaux. Ces professionnels, assez méconnus il me semble du grand public, mais indispensables, ont pour mission la conception, la maintenance, l'installation des divers équipements et appareils médicaux au sein de l'hôpital. Les autres DM non stériles, comme par exemple les béquilles, sont souvent gérés par ce qu'on appelle un économa ou un magasin hôtelier dans les établissements de santé. Enfin, il ne faut pas oublier tous les DM dits de diagnostic in vitro qui sont gérés par les laboratoires d'analyse biomédicale des établissements. Donc la première chose que vous pouvez retenir, c'est qu'il n'existe pas un, mais des circuits pour les DM à l'hôpital et qu'il n'y a pas un seul acteur qui les gère tous. Si je rentre dans le détail du champ qui me concerne directement, à savoir celui des DM stériles à usage individuel, au sein de ces produits, on peut encore distinguer plusieurs sous-catégories qui dépendent d'aspects réglementaires ou d'aspects logistiques. Dans ces DM stériles, on peut par exemple caractériser les dispositifs médicaux implantables. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dispositif médical implantable ? Ce sont tous les implants et autres prothèses que l'on est amené à laisser en place après une intervention chirurgicale chez un patient. Le DM implantable, ou DMI pour les intimes, possède sa propre définition. Ainsi est DMI tout dispositif destiné à être introduit intégralement dans le corps humain ou à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l'œil par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention. Est également réputé être un DMI, tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention pour une période d'au moins 30 jours. Alors pourquoi cette définition ? Quel est son intérêt ? Pourquoi est-elle importante ? Elle entraîne une série de mesures à prendre lorsque l'on utilise un DMI, à savoir principalement s'assurer d'une chose essentielle, sa traçabilité. En effet, à part quelques exceptions bien précises, le droit français et européen précise que tous les DMI doivent faire l'objet d'une traçabilité. Cette traçabilité des DM implantés doit permettre d'identifier rapidement les patients ayant été opérés avec un lot donné de DMI et à l'inverse, de savoir pour un patient donné
quel lot lui a été implanté. Donc ça marche dans les deux sens. Je connais le DM, je trouve le patient, je connais le patient, je trouve le DM. Okay, cette traçabilité est indispensable en cas de matériaux-vigilance. Là, je vous laisse aller réécouter l'épisode dédié à ce sujet si vous ne vous en rappelez pas. Ok, mais concrètement, comment on fait à l'hôpital pour tracer les DMI? Tout est maintenant informatisé. En tout cas, c'est le standard qui dorénavant s'impose. Un DMI qui arrive à l'hôpital est enregistré dans un logiciel de traçabilité sous forme d'une sorte de fiche signalétique avec son libellé, son lot, son numéro de série, sa date de péremption, et dès qu'il est utilisé, on va associer toutes ces caractéristiques avec l'identité du patient ayant été implanté. Cela n'a l'air de rien, mais c'est assez complexe à mettre en œuvre, surtout dans un grand hôpital où il y a des dizaines d'interventions chirurgicales chaque jour et où des milliers de références de DMI cohabitent et sont utilisées. Autre curiosité à connaître sur les DMI, la plupart d'entre eux ne sont pas achetés par les hôpitaux, mais ils sont en dépôt-vente. Cela signifie que le fournisseur des implants en question laisse un stock de ces produits et les DMI ne seront payés au fournisseur qu'une fois implantés au patient. C'est très intéressant pour les hôpitaux car cela évite de faire des avances de trésorerie, mais les industriels, eux, par contre, n'aiment pas beaucoup ça parce qu'il y a toujours un risque de perte ou de dégâts alors que ce stock leur appartient toujours. Autre élément à savoir sur la gestion des DM à l'hôpital, c'est que les dispositifs médicaux ne sont pas sujets à prescription ou à une ordonnance comme les médicaments. Alors ce n'est pas impossible, et d'ailleurs il y a certains hôpitaux qui ont mis en place des ordonnances ou des prescriptions pour certaines références de dispositifs médicaux implantables notamment, mais sachez que ce n'est pas la règle. La plupart du temps, les DM stériles sont en dotation dans les services, c'est-à-dire que la pharmacie leur livre des DM qui sont rangés dans des casiers avec des paniers ou des armoires au niveau des postes de soins des services. Imaginez une sorte d'armoire Ikea avec des bacs à l'intérieur, et dans ces bacs, vous avez des pansements, des perfuseurs, des seringues, enfin bref, plein de DM. Pour réapprovisionner ces armoires, il existe plusieurs systèmes, mais il y en a un très pratique qu'on appelle le système Kanban. Alors Kanban c'est japonais, ça veut dire étiquette, car oui, cela fonctionne grâce à des étiquettes. Imaginez que vous ayez deux paniers identiques avec sur chacun une étiquette qui précise ce qu'il y a dans le panier. Par exemple, 50 seringues dans le panier de droite et 50 seringues dans le panier de gauche. Les soignants vont venir piocher au cours de la journée dans le panier de droite, puis quand il est vide, ils vont prendre l'étiquette et la poser sur un support. Cette étiquette, et les autres qui ont été posées, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont utilisés, vont être posés à cet emplacement et on va venir scanner le code barre qui se trouve sur chacune de ces étiquettes. C'est les agents de notre pharmacie, par exemple, qui font ça. On récupère ainsi l'info qu'un panier est vide et qu'il faut le réapprovisionner. On prépare par exemple donc les 50 seringues nécessaires et on livre le jour même les 50 seringues dans le poste de soins. Dans l'intervalle, les soignants ont commencé à piocher dans le panier de gauche et quand celui-ci sera vide, idem, ils sortiront l'étiquette et le cycle recommencera. Ce système, très ingénieux et surtout très pratique pour les soignants qui n'ont pas à faire la liste des courses pour la pharmacie et peuvent se consacrer à leur mission principale, soigner les patients. En résumé, il n'y a pas un, mais des circuits pour les DM à l'hôpital. Une attention toute particulière est donnée à ceux implantés pour lesquels une traçabilité spécifique est réalisée. Pas d'ordonnance pour la plupart d'entre eux, mais des systèmes de mise à disposition ingénieux pour faciliter la vie des soignants. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, lâchez-vous sur YouTube avec des pouces bleus, des commentaires et tout ce qui va avec. Et si vous m'écoutez sur un hébergeur de podcast, quelques étoiles, ça pourrait bien aider le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!